Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne blic.fr. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le numéro a pour titre « Y a-t-il une vie après le pétrole ?» Et il est ainsi chapeauté. Plus d'un siècle et demi après les débuts de son exploitation industrielle, l'or noir est confronté à ses propres limites, son épuisement annoncé, dont la perspective est aujourd'hui repoussée par la découverte de nouvelles sources, et son inéluctable renchérissement, ainsi que sa responsabilité majeure dans le réchauffement climatique. Le mois d'octobre est riche de 2 enregistrements publics du Nouvel Esprit Public, suivis d'échanges avec les spectateurs. Le premier, dans l'ordre d'enregistrement, sera une thématique intitulée « Faut-il désespérer de la politique ?» et il se tiendra à la Fondation Jan Michalski à Montrichet, entre Genève et Lausanne, le 12 octobre, donc jeudi prochain à 19h, et il réunira Françoise Fressot, éditorialiste politique au Monde, David Jayes, essayiste et ancien rapporteur général du Conseil national de la refondation, et Jean-Jacques Roth, chroniqueur au quotidien Le Temps. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Fondation Jan Michalski ou sur le lien qui figure dans notre lettre d'information, la dernière en date. Le second sera une émission d'analyse de l'actualité de la semaine précédente et il se tiendra le 15 octobre à 10h30 à l'école alsacienne et réunira Jean-Louis Bourlange, David Jayes, Nicole Niesotto et Béatrice Gibelin. Vous pouvez vous inscrire sur notre site. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium, garantie rédigée sans recours à l'intelligence artificielle, et auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Enfin, les badas de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, se poursuivent mercredi prochain, avec pour invité Hugues Gall, qui fut directeur du Grand Théâtre de Genève et de l'Opéra national de Paris, et qui nous racontera de quoi a été fait pour lui le métier de directeur d'une maison d'opéra. Enfin, vous seriez surpris si je ne vous rappelais pas que notre prospérité, ou plus exactement notre pérennité, dépend de votre générosité et donc de vos dons défiscalisés à hauteur de 66%. Venons-en à notre premier sujet, l'impossible sérieux budgétaire. Le 27 septembre, le gouvernement a présenté à l'Assemblée le projet de loi de finances pour 2024, dont l'adoption permettra à la France de toucher les subsides du plan de relance européen lancé juste après le pic de la pandémie à l'été 2020. Le déficit devrait être réduit de 4,9 à 4,4% et la dette dégonflée de 111,8 à 109,7% du PIB si une croissance de 1,4 est bien au rendez-vous. Une trajectoire peu ambitieuse, basée sur des hypothèses de croissance optimistes, alors que le consensus des économistes l'estime à 0,8% et la Banque de France à 0,9%. Ce sont les mots du président du Haut Conseil des finances publiques, Pierre Moscovici. Avant le marathon budgétaire de l'automne, l'exécutif a promis de fermer le robinet des aides. Le budget 2024 devait être celui du retour au sérieux budgétaire. Avec des économies de 16 milliards d'euros, le gouvernement annonce une diminution des dépenses de l'État de 5 milliards. Plutôt que des coupes dans les dépenses, la majorité des économies du budget 2024, 14,400 milliards sur 16 milliards de dépenses, proviendra de la non-reconduction des dispositifs de crise, bouclier tarifaire sur le gaz supprimé au mois de juin, réduction du bouclier sur l'électricité, fin des dispositifs d'aide aux entreprises énergivores. Le reste est obtenu grâce à une diminution de 800 millions des politiques de l'emploi, le coût des contrats des apprentis, emploi aidé, et à la réforme de l'assurance chômage pour 700 millions. Malgré les promesses de sobriété budgétaire, les dépenses publiques hors mesures exceptionnelles de soutien vont augmenter de 2,2% l'an prochain. Le retour au sérieux budgétaire, maintes fois promis, a été maintes fois reporté. La persistance de l'inflation et la remontée des prix du carburant sont venues percuter les ambitions de Bercy.
L'annonce du président de la République de mettre en place une aide de 100 € pour les automobilistes complique l'équation budgétaire de l'exécutif. Les 25 milliards consacrés à l'indexation des prestations sociales sur la hausse des prix sont désormais mises en avant par le ministre de l'Économie et des Finances. Pour redresser les services publics, Bercy a concédé une hausse de plus de 8 000 fonctionnaires après une augmentation de 10 790 en 2023. Le budget prévoit également de nombreuses hausses de crédits pour servir les priorités d'Emmanuel Macron, 7 milliards pour la transition climatique, 3 milliards 100 millions pour l'éducation nationale et 5 milliards au ministère régalien, justice, défense et intérieur. Il faut également amortir le choc de la hausse des taux d'intérêt avec une charge de la dette qui grimpe de 10 à 48 milliards. C'est désormais à partir de 2025 que l'exécutif compte s'attaquer aux dépenses pérennes. Bruno Le Maire présentera donc mi-octobre à l'Assemblée nationale le 49e budget en déficit du pays. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. C'est en effet le retour de l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt qui pose à nouveau la question du sérieux budgétaire. Quand les taux d'intérêt étaient faibles, voire négatifs, ce qu'on a connu pendant plusieurs années, on a pu continuer à s'endetter sans augmenter la charge de la dette et même avec une diminution de la charge de la dette. Et donc, on a bien fait de s'endetter pendant cette période-là, à condition évidemment d'utiliser cet argent à des investissements et pas à de la dépense courante. Alors, le débat politique est très clivé sur le sujet. La gauche crie à l'austérité, la droite à la gabegie, donc c'est assez difficile de s'y retrouver sur ce débat. Il faut rappeler que l'endettement en soi n'est pas un mal. C'est une bonne chose de soutenir l'économie quand elle connaît un trou d'air, puisque le soutien permet de maintenir l'appareil de production et les capacités de rebond de l'économie. Un centre de recherche économique, le CEPREMAP, a calculé que si on n'avait pas, pendant la crise sanitaire, soutenu les entreprises, la dette française aujourd'hui serait supérieure de 10 points de PIB à ce qu'elle est. Donc on a bien fait de dépenser. Mais en même temps, il faut savoir où est la limite. Si on pousse toujours vers trop de dettes, ce n'est plus soutenable. C'est ce qui est arrivé à l'éphémère première ministre britannique Liz Truss, qui a déclenché un début de panique sur les marchés quand elle a dévoilé un programme de baisse massive des impôts, jugé complètement irréaliste. Et donc le problème, c'est jusqu'à quand est-ce qu'on reste dans une limite réaliste? Et de ce point de vue-là, maintenir la confiance dans la solvabilité de l'État, dans la signature française, est un atout précieux qu'il faut ménager. Aujourd'hui, la France s'endette à 3,1% sur 10 ans. L'Italie à 4,3% sur 10 ans. Et donc, on peut faire le calcul que si la France devait payer les mêmes taux d'intérêt que l'Italie, ça lui coûterait une trentaine de milliards d'euros supplémentaires par an. Donc, il faut bien faire attention au budget. Mais il faut trouver... donc, il y a deux questions. Est-ce que c'est le moment du sérieux budgétaire et comment s'y prendre? Alors, est-ce que c'est le moment? Oui, parce qu'on n'est plus comme dans la crise sanitaire où le choc massif de l'énergie, les marchés de l'énergie devraient retrouver un équilibre au moins courant de l'année 2024. Donc, il y a quand même des moments où il faut revenir à... des pratiques plus orthodoxes. Et l'autre question, c'est comment s'y prendre. Pierre Moscovici dit c'est peu ambitieux, mais il faut être peu ambitieux. Et je pense qu'on n'est pas dans une situation où la France a besoin d'une thérapie de choc. On a besoin de sérieux, mais pas de thérapie de choc. Parce que le risque, c'est de freiner complètement les investissements, alors que la transition énergétique, par exemple, pour le respect de nos engagements climatiques, suppose d'investir. D'ailleurs, de ce point de vue-là, le fait que 7 milliards aient été sanctuarisés dans le budget de l'État pour la transition verte est une bonne chose parce que c'est cohérent avec la trajectoire globale que doit suivre la France pour investir dans la transition. Donc, c'est nécessairement un exercice de réglage en finesse, je dirais, donc plutôt un ajustement progressif. Et c'est effectivement de ça dont on a besoin, parce que c'est difficile, dans un pays qui a une culture d'intervention forte de l'État, de trouver où sont les priorités. Nicole Nisotto. Oui, la question c'est, est-ce qu'on peut être sérieux
en matière budgétaire quand on doit répondre à 3 contraintes qui sont parfaitement contradictoires. Qui est premièrement la contrainte environnementale, puisqu'on s'est engagé aussi bien dans l'Union européenne que dans le cadre de l'ONU à réduire les émissions de gaz à effet de serre à environ à peu près 30 milliards par an. Deuxièmement, la contrainte européenne, même si les règles sont aujourd'hui suspendues jusqu'en décembre, la règle est quand même que le déficit public doit être inférieur à 3% du PIB et la dette inférieure à 60% du PIB. Et enfin, la dernière contrainte, c'est la contrainte politique. Emmanuel Macron et Madame Borne ont promis de ne pas augmenter les impôts. Et donc, il y a une vraie contradiction entre augmenter les dépenses et ne pas augmenter les recettes. D'autant que, et ça je crois que c'est très important, on est dans une période extrêmement volatile. Il y a au moins 2 sujets qui sont imprévisibles et qui peuvent coûter très cher au budget. 1, une reprise éventuelle de la pandémie Covid. 2, la guerre en Ukraine, si jamais ça continue ou ça prend d'autres ampleurs, voir s'il y a une guerre en Arménie et un investissement massif que l'on doit faire, voir ce qui se passe en Afrique. Je rappelle que le budget de la défense a augmenté pratiquement de 50%, enfin a doublé, entre 2017 et les prévisions jusqu'à 2030. Donc il y a un contexte qui est parfaitement volatile et imprévisible et qui rendra peut-être nécessaire des dépenses imprévues. Deuxièmement, l'inflation, comme l'a dit Marc-Olivier Padis, l'inflation oblige le gouvernement, en dépit de la fin du quoi qu'il en coûte, à multiplier les chèques sociaux. Et troisièmement, on est dans un état de morosité sociale. Toutes les enquêtes que fait l'INSEE sur le moral des Français montrent qu'on est 15 points en dessous de la moyenne normale du moral des ménages. Et donc, Pierre Moscovici a dit que ce budget était marqué par une lenteur homéopathique, par une réduction homéopathique. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas il y a une vraie contradiction entre, d'une part, l'impératif de sérieux budgétaire, qui serait effectivement de réduire la dette, d'arrêter le quoi qu'il en coûte, et l'impératif social, qui est d'empêcher le retour des Gilets jaunes, d'autant qu'on a un contexte électoral l'année prochaine, qui est quand même très dangereux pour le gouvernement. Donc moi, je ne crois pas au sérieux du budgétaire, et je ne crois pas que ce gouvernement va avoir la capacité d'y revenir. Mais si on compare aux autres pays européens, je sais bien que comparaison n'est pas raison, mais quand on regarde les chiffres de nos partenaires européens, la France n'est pas le dernier élève en matière de sérieux budgétaire. Alors Bercy, je félicite le ministère des Finances, il a publié sur son site un tableau comparatif des performances budgétaires de tous les pays. Alors ça date de 2021, mais enfin quand même. Donc la France est effectivement le premier pays pour les dépenses publiques par rapport au PIB. Nous dépensons 62% du PIB en dépenses publiques. L'Allemagne est à 51. Dans les dépenses publiques, ce sont les dépenses sociales qui arrivent en tête dans toute l'Union européenne et également en France. Dans les dépenses publiques, nous dépensons donc 24% du PIB en matière de dépenses sociales, mais également, alors c'est là ce qui nous distingue de nos partenaires européens, on est également premier pour les prélèvements obligatoires, puisque en France, la moyenne des prélèvements obligatoires, c'est 45,4% du PIB. Donc il y a quand même un vrai problème français, indépendamment des performances budgétaires, qui est qu'on a le plus d'impôts, on a le plus de dépenses sociales et on a effectivement le plus de mécontents, que ce soit à droite ou à gauche. Richard Verly. D'abord, je pense que ce budget tel qu'il a été présenté n'aurait pas été possible sans la réforme des retraites qui a été adoptée dans les conditions que l'on sait. Et là, je rebondis sur ce que disait Marc-Olivier, on comprend, maintenant, on le savait, mais maintenant on en a la preuve, que cette réforme des retraites était avant tout destiné, ou en tout cas largement destiné à rassurer les marchés, précisément pour se permettre ensuite d'avoir un budget qui ne répondrait peut-être pas là aux attentes des marchés financiers, mais comme Emmanuel Macron a montré sa détermination à aller de l'avant avec cette réforme, disons que l'on peut ou pas qualifier d'importante, mais en tout cas qui a marqué l'opinion. Grand succès du gouvernement. Voilà, en tout cas qui a marqué l'opinion et au-delà des frontières françaises. Voilà, je tenais à le redire, parce qu'il y a quand même une cohérence dans cette approche. Je fais une réforme pour convaincre les marchés financiers que je suis un garçon sérieux, pardonnez-moi l'expression, et ensuite je fais un budget mitigé, qui n'est pas vraiment de nature à les rassurer, mais bon. Ensuite, pour moi, il y a 3 défauts à ce budget, et est-ce qu'il faut les qualifier de défauts français ? En tout cas, c'est des défauts qui commencent à peser parce qu'ils ne sont pas porteurs de changement.
Le premier défaut, c'est la logique de l'aide. Quoi qu'en dise Emmanuel Macron, quoi qu'en dise Bruno Le Maire, c'est la logique du chèque. Lorsque quelque chose va mal, lorsqu'un problème survient, on fait un chèque et on espère que ça va le régler tout en sachant que ça ne le réglera pas. Et cette logique du chèque, pardonnez-moi, mais elle n'est pas tenable, de toute façon. La deuxième, c'est qu'il y a quand même dans ce budget une forme de rente qui est attribuée à un public, c'est le public des déjà retraités, non pas les futurs retraités, mais ceux qu'ils sont actuellement, dont on sait qu'ils sont plutôt une bonne clientèle électorale pour Emmanuel Macron, et ceux-là, leur pension a été revalisée, la proposition est de les revaloriser, je crois, à hauteur de 5%. Donc, on voit bien que quand même, il y a de l'électoralisme dans ce budget. Et enfin, troisième élément, c'est, au-delà de la dépense publique, c'est, je dirais, la passion de l'administration. On embauche toujours plus de fonctionnaires, alors que la promesse initiale d'Emmanuel Macron, c'était d'en diminuer le nombre. Et la question posée est que vous augmentez le nombre de fonctionnaires, mais est-ce que l'État est plus efficace ? Il me semble que la question de l'efficacité de l'État, durant le mandat et demi, ou en tout cas la présidence d'Emmanuel Macron, n'a pas été prouvée. Donc pour moi, c'est un budget qui, ne fonctionne que parce qu'il y a eu cette réforme des retraites pour rassurer les marchés. 2, c'est un budget qui ne remédie pas aux problèmes structurels de la France, et donc c'est un budget attentiste et relativement électoraliste. Et enfin, troisièmement, c'est un budget qui ne pose pas la vraie question, c'est est-ce que l'efficacité peut devenir le critère d'allocation des ressources ? Aujourd'hui, on est plutôt dans le domaine, je dirais, de l'accompagnement thérapeutique. Vous avez noté que je ne dis pas soins palliatifs, mais on ne règle pas les problèmes, on ne cherche pas à guérir le patient, on cherche à enlever la douleur. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois effectivement que la réforme des retraites a été une grande réforme. Ça sera la chose positive qui restera du second quinquennat d'Emmanuel Macron, et ça fait réfléchir quand on voit le torrent d'indignation, d'ineptie, de contestation, de mise en cause provoqué par cette réforme. Moi, je regrette simplement qu'on n'ait pas maintenu le cap initial qui était 65 ans. Quand on est passé de 65 à 64 ans, eh bien, 81% des Français étaient hostiles à la retraite à 65 ans, et 79% des Français étaient hostiles à la retraite à 64 ans. Je trouve que politiquement, ça valait pas le coup de céder pour un gain si minime. Mais c'était effectivement très significatif. C'était le type même de réforme. Ça n'a pas été présenté comme tel, d'ailleurs. Ça a été présenté comme un instrument d'équilibre du régime des retraites. C'était en réalité un instrument fondamental, et il doit y en avoir d'autres qui ne sont pas toujours au rendez-vous, de mobilisation de la puissance économique du pays, qui est la clé de l'équilibre budgétaire. Nous ne pouvons pas... la France est un pays qui, contrairement au sentiment qu'elle a, n'est pas un pays riche. C'est un pays qui a des moyens limités et qui a des besoins illimités. Nous sommes véritablement... Il suffit de voir notre déficit budgétaire et notre déficit commercial. Ça prouve une seule chose, c'est que nous dépensons plus que nous ne produisons. C'est comme ça, et ça ne peut pas durer éternellement. Donc la solution, c'est évidemment quelque chose que le gouvernement n'arrive pas sur lequel il n'arrive pas véritablement à mobiliser le pays. Les retraites auraient dû, c'est pour ça qu'il y a eu une erreur de communication, la réforme des retraites aurait dû être un instrument de mobilisation du pays sur l'idée. On ne peut pas continuer comme ça. Quand on voit les besoins structurels en termes budgétaires que nous avons, le besoin écologique qui est absolument massif, le besoin militaire, on voit bien qu'avec une augmentation très importante du budget militaire, nous sommes encore très courts. Nous avons du mal à assumer, par exemple, en Europe, nos fonctions de nation cadre, par exemple en Roumanie. Enfin, on le fait, mais on est très limite. On a du mal à donner des aides à l'Ukraine dans les mêmes proportions que d'autres. On a du mal à faire la même chose pour l'Arménie, donc on est très court. Sur le plan de l'éducation nationale, on voit bien que ça ne colle pas, que les professeurs sont mal payés, malheureux,
mal encadrés, enfin ne ressentent pas la protection dont ils ont besoin. Et là, je rejoins ce que disait Richard sur le fait que, d'une façon générale, l'État est ankylosé, empâté, incapable de la souplesse et de l'énergie nécessaire. On a la même chose en matière de sécurité. Je ne sais pas si vous... Quand on regarde, moi je suis absolument mais consterné, et je trouve que les Français sont extrêmement résignés à ça. Quand j'écoute le matin sur les quelques radios que j'écoute les informations relatives à Marseille, je suis mais absolument consterné. C'est la ville que le président a décidé d'aider massivement. Il a fait des déplacements, il a mis énormément d'argent. Or, j'entends une dame, une honnête mère de famille qui dit « Moi, je suis dans mon logement, mais il est contrôlé par les gangs, je n'ai pas le droit de sortir sans demander l'autorisation. » Alors, je passe un coup de téléphone et on me dit « On vous rappellera. » Et quelquefois, j'attends 3/4 d'heure avant d'avoir l'autorisation de sortir de chez moi pour faire mes courses. Les gangs. Et maintenant, on a le président de l'université qui dit « Bah non, je suis obligé de fermer la boutique parce qu'il y a trop de dealers devant. » Donc, on est en face d'un problème massif d'ordre public, de sécurité, qui, je crois, est encore gérable. Mais ça demande... Parce que la police en France n'est pas globalement corrompue, loin de là. Donc mais du jour où elle le serait, comme elle l'a été au Mexique, on est dans une situation impossible. Alors quand on voit tout ça, nous avons une société qui est dissensuelle. C'est ça l'origine du problème budgétaire. C'est le dissensus politique. Les catégories réclament. Alors, c'est pas l'électoralisme, Nicole. C'est la crainte du trouble social. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que Macron va pas être élu, il est pas éligible, etc. Mais la crainte du trouble social qui fait qu'on donne des chèques, de l'argent partout. Et il y a effectivement une très très grande difficulté à mobiliser le pays sur des objectifs clairs, avec les moyens correspondants. Et effectivement, ce qui est la clé de tout, comme l'a dit Richard, c'est-à-dire une reprise en main en profondeur des questions relatives à l'efficacité de la puissance publique. Nicole Nizotto. Oui, j'en ai posé la question tout à l'heure de quelle serait la solution. Moi, il me semble qu'il y a 4 solutions, 4 stratégies possibles devant le gouvernement. Il y a premièrement le passage de nouveau par la rigueur bruxelloise. Donc j'ai dit tout à l'heure que les règles avaient été suspendues jusqu'à décembre, donc encore 2 mois. Mais après, normalement, l'Union européenne va définir des nouvelles règles. Les Allemands sont figés sur le 3% et 60%. La Commission présente une proposition plus flexible où les États auraient 4 ans et non pas ne seraient jugés tous les 4 ans et non pas année par année. Les Allemands s'y opposent, mais la France aurait tout intérêt à ce que le cadre bruxellois soit un carcan un peu plus sérieux pour légitimer ces efforts budgétaires. Ça, c'est la première solution, mais elle est difficile parce que, justement, il n'y a aucun accord franco-allemand à ce stade. La deuxième solution, la deuxième stratégie serait d'assumer la fin du « quoi qu'il en coûte ». Et donc de faire, de ne plus avoir peur des révoltes sociales, de supprimer les aides aux entreprises, de supprimer les chèques, de faire ce qu'avait fait l'éphémère première ministre britannique, mais ça pourrait être une stratégie possible, une stratégie de retour autoritaire presque, à la rigueur, mais je vois mal ce gouvernement, justement dans la perspective... La Britannique, elle avait fait le contraire, elle avait baissé les impôts. Elle avait baissé les impôts, mais elle avait baissé aussi toutes les aides sociales et privilégié les entreprises. La troisième solution serait au contraire la fuite en avant populiste, c'est-à-dire le faire payer les riches. Ou exiger davantage de contributions. Alors on a vu que ça marche très bien sur des enjeux culturels nationaux, par exemple sur Notre-Dame, sur les Restos du Cœur. On voit qu'il y a une disponibilité des très très riches en France à contribuer à différents budgets. Mais de là à faire payer les riches comme le demande la gauche ou l'extrême gauche, il y a un pas que le gouvernement ne franchira pas. Et donc la dernière des stratégies, c'est la seule qui reste et c'est la seule qui va suivre, je pense, c'est de continuer l'endettement, d'aller
encore plus dans l'endettement, parce que finalement, c'est le prochain gouvernement après 2027 qui sera obligé de gérer la question de la dette. Et si ce prochain gouvernement est un gouvernement d'extrême droite, eh bien, ce sera un très mauvais cadeau ou très bon cadeau à lui faire. Marc-Olivier Padis. Il y a une stratégie que Nicole n'a pas évoquée, qui est celle qui est suivie, c'est l'atterrissage en douceur. On n'est pas obligé d'imaginer le pire. Et donc, et juste un mot, continuer l'endettement, c'est pas réaliste. La fuite en avant en disant il faut faire payer les riches, moi je vois aucun obstacle de principe à ce que les plus riches payent davantage, mais simplement on n'est pas à l'échelle. C'est-à-dire si on veut économiser 16 milliards par an, on peut augmenter les impôts, récupérer 1 milliard, 2 milliards, mais c'est vraiment le maximum. Donc, c'est pas la bonne échelle. Et juste une remarque sur... finalement, on est confronté à deux choses ici. Il y a la question structurelle de la place de l'État, de la dépense publique et des prélèvements obligatoires en France. Moi, je pense que c'est un choix consensuel en France. On veut que l'État s'occupe de tout, c'est comme ça. Il n'y a jamais eu de révolution ni libérale, ni néolibérale, ni quoi que ce soit. Et ça, je pense, c'est même un consensus gauche-droite. Et donc, il faut simplement optimiser les choses. Mais il y a une deuxième question, c'est comment on fait face à des chocs conjoncturels. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Richard Verly sur la logique du chèque, au sens un peu péjoratif. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, quand vous avez le marché de l'énergie qui s'emballe, mais pour 6 mois, de protéger les ménages pendant 6 mois. C'est pas, en soi, c'est pas aberrant économiquement. Et dans les pays où ça n'a pas été fait, les gens ont fait face à des augmentations de 60-70% de leur facture énergétique. C'est quand même très, très douloureux. Et donc, si on peut amortir ça, sachant que c'est plutôt une déficience de marché qu'un problème structurel, c'est quand même bien de le faire. Richard Verly. 2 éléments peut-être pour compléter notre réflexion, et le premier, je serais heureux d'entendre éventuellement le commentaire de Jean-Louis, c'est que je pense qu'il y a une équation Bruno Le Maire. Bruno Le Maire n'est peut-être plus l'homme idoine pour être ministre des Finances. Il a lui-même, on le sait, des velléités présidentielles, donc il se place lui-même dans l'après-Macron. Il a le poids du quoi qu'il en coûte parce qu'il a été le ministre de l'aide généralisée. Et donc, alors qu'Emmanuel Macron, on l'a vu sur l'éducation nationale, a voulu faire un reset, une réinitialisation forte en nommant Gabriel Attal, je me demande s'il n'y a pas là un problème de casting au ministère des Finances. Et la deuxième chose, alors ce serait une note optimiste. Quand on regarde la France de l'étranger, il y a quand même une chose qui frappe et qui a été illustrée récemment par toutes les annonces autour des usines de batteries, c'est que l'attractivité française vis-à-vis des investisseurs étrangers a été quand même sans doute et restera comme l'un des succès de la présidence Macron. Le problème de l'attractivité, c'est qu'elle ne paye qu'avec retard. Autrement dit, on est dans cette phase difficile où l'arrivée d'investisseurs, c'est-à-dire d'activités économiques, ne se matérialisera vraiment que dans quelques années, puisqu'en ce moment, ces investisseurs profitent de toutes les détaxes qu'on leur a fait, bref, de tous les dispositifs d'accueil. Donc voilà, je voudrais terminer sur une note optimiste. Peut-être que c'est l'économie réelle, et non pas le budget de l'État, qui changera la donne, mais là, ce sera après la présidence d'Emmanuel Macron, sans doute. Il y a quelque chose... Marc-Olivier Padis disait, si on fait payer les riches, ça fera pas beaucoup, ça fera 2 milliards à tout casser, qui est en dessous des besoins. Je pense que c'est vrai, mais en même temps, je reprends ce que disait Jean-Louis tout à l'heure sur une société de dissensus, c'est une société qui a le sentiment qu'il n'y a plus rien qui la rassemble, à part de temps en temps la Coupe du Monde de rugby, mais c'est pas tous les ans, ou la Coupe du Monde de football. Et 2 milliards prélevés pour un but précis. Par exemple, celui de remettre les transports en commun en état. Il y a quand même une chose qui a été un des symboles de notre identité, c'est la SNCF. Rien n'était plus sûr, plus fiable, mieux organisé, plus réjouissant que le fonctionnement de la SNCF. Rien n'est aujourd'hui moins fiable, moins sûr, moins bien organisé que le fonctionnement de la SNCF. Et il me semble que l'idée d'une taxation fléchée vers une utilisation particulière, comme ça l'a pu être à un moment donné d'un emprunt, mériterait d'être prise en considération. J'ajoute une petite chose qui est vraiment tout à fait un moment d'humeur, mais d'abord, je ne suis pas sûr qu'un haut conseil des finances publiques soit absolument nécessaire quand on a déjà la Cour des comptes.
qu'à la Cour des comptes, nous avons M. Pierre Moscovici et qu'au Conseil des finances publiques, nous avons aussi M. Pierre Moscovici. Oui. On se souvient, même quand on a la mémoire courte, que M. Pierre Moscovici a été ministre des Finances. On se souvient aussi des performances qui ont été les siennes. Et quand on l'entend expliquer ce que le gouvernement fait mal et ce qu'il devrait faire, on se dit que la seule personne qui ne se souvienne pas de ce qu'a fait M. Pierre Moscovici quand il était ministre des Finances, c'est M. Pierre Moscovici. Jean-Louis Bourdon. Oui, moi je crois d'abord une remarque après ce qu'a dit Richard. Je crois qu'en politique, c'est très paradoxal en France, mais c'est ce on fait de plus impopulaire qui marche le mieux, et c'est ce qu'on fait de plus populaire qui marche le moins bien. Les deux choses qui ont été faites, à mon avis, positivement par le gouvernement au cours des dernières années, c'est la réduction du prélèvement fiscal à travers la suppression de l'ISF et la baisse de l'impôt sur les sociétés au début du premier quinquennat, et c'est ça qui produit en grande partie, pas exclusivement, il y a aussi le crédit recherche, etc., qui lui aussi est très contesté, et c'est ça qui provoque ce dynamisme économique assez remarquable et cette attractivité du territoire français. Et même chose pour les retraites. Ce que je voudrais, j'ai dit de façon un peu provocante, moins provocante qu'Édouard Philippe, qui parlait de la retraite à 67 ans, ce qui était quand même un peu curieux pour un candidat à la présidence de la République. Mais moi qui ne suis pas candidat à la présidence de la République, je disais que 65 ans aurait été mieux. Mais derrière ça, il y a effectivement tout un ensemble d'efforts pour que les chômeurs soient donc un effort de formation, d'adaptation, pour que ces chômeurs qui sont là et ces métiers qui ne sont pas pourvus, qu'il y ait une adéquation qui se produise, ça demande des efforts délicats. Il y a des efforts à faire en formation. D'ailleurs, ce que fait la réforme du lycée professionnel proposée par Attal, c'est intéressant, mais d'une façon générale, on perd du temps entre la fin des études, enfin la fin de la période de formation ou d'études, et l'entrée sur le marché du travail. Donc il y a tout cet effort de mobilisation d'une société qui doit comprendre ce que, effectivement, le quoi qu'il en coûte lui a fait oublier, c'est que on ne distribue que ce qu'on produit. Et il faut absolument que les Français produisent plus de biens, plus de services, des biens qui se vendent mieux, des services qui se vendent mieux. On a des qualités, on fait des choses assez exceptionnelles en France, mais dans des secteurs trop limités. Et là, c'est ce grand dessein économique que le gouvernement n'arrive pas à prendre. S'agissant de Bruno Le Maire, j'ai été frappé l'autre jour en l'écoutant présenter ses analyses sur le budget, j'ai été frappé du fait qu'il ignorait manifestement le célèbre adage de droit romain « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » « Nul ne peut invoquer sa propre turpitude », car il était extrêmement convaincant en disant « Nous sommes les plus mal placés en Europe sur les déficits, etc. Notre endettement bat tous les records, etc. » oubliant qu'il était effectivement en charge, et c'est pas de sa faute, effectivement, de toute manière, qu'il était en charge depuis plusieurs années. Alors, cette dramatisation de son propre échec, c'est quand même quelque chose qui est légèrement paradoxal. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant, deuxième des sujets que nous avons envisagés. Donc, nous nous intéressons aux élections en Slovaquie et à leurs conséquences, à la fois pour l'Europe et pour l'Ukraine. L'ancien communiste Robert Fico est arrivé en tête des législatives du 30 septembre. Son parti a réuni 23,3% des suffrages sur une ligne pro-russe et eurocritique. Pour former une majorité, il va devoir obtenir le soutien des 27 élus du Parti social-démocrate et des voix du parti d'extrême droite pro-russe qui lui a obtenu 5,6%. Ces législatives ponctuent un cycle de crise gouvernementale. Depuis 2020, 3 gouvernements se sont succédés. Ce pays d'Europe centrale de 5 500 000 habitants devenu indépendant en 1993 à la suite d'une séparation pacifique avec la République tchèque est rongé par les affaires politiques et judiciaires, la corruption, les inégalités sociales, les services publics exsangues, le chômage, l'inflation ou encore l'exode des jeunes. Déjà 2 fois Premier ministre, en 2006-2010, puis en 2012-2018, Robert Fico a profité du chaos politique pour revenir sur le devant de la scène au terme d'une campagne fortement influencée par la désinformation en ligne. National-populiste, venu de la gauche, Fico, 59 ans, mêle
la rhétorique anti-Orban, anti-OTAN et anti-migrants et anti-LGBTQ. La victoire de Fico pourrait signifier la fin de la politique pro-occidentale d'un pays membre de la zone euro et frontalier d'une Ukraine, avec laquelle jusqu'à présent Bratislava s'est toujours montré très solidaire depuis le début de la guerre. La Slovaquie fait partie des pays qui ont le plus aidé l'Ukraine. Robert Fico a déclaré vouloir arrêter cette aide et s'opposer aux sanctions contre Moscou. Jacques Rupnik, professeur émérite aux séries Sciences Po, observe, je cite, qu'au début du conflit, il y a 19 mois, les pays de l'Est étaient, à l'exception de la Hongrie, les plus mobilisés face aux dangers russes, alors que ceux de l'Ouest semblaient un peu hésitants. La situation s'est désormais renversée, l'Ouest tient bon, mais des failles apparaissent à l'Est dans chacun des pays, même si les raisons d'un pays à l'autre sont différentes. Tandis qu'en Hongrie, Viktor Orban, qui a salué la victoire incontestable d'un patriote avec lequel il est toujours bon de travailler, affiche toujours plus ouvertement ses sympathies pro-Poutine. En Bulgarie, une grande partie de l'opinion continue à pencher du côté du grand frère russe, alors qu'en Pologne, une certaine lassitude face à la guerre d'Ukraine monte également. Partout dans cette partie de l'Europe, les leaders populistes au pouvoir et ceux qui cherchent à le conquérir usent d'un même narratif, expliquant qu'il faut au plus vite arrêter la guerre et que livrer des armes à Kiev ne ferait que prolonger inutilement le bain de sang. La guerre pour la Slovaquie est toujours venue de l'Ouest et la paix de l'Est, a déclaré Robert Fico durant sa campagne. Sur cette question, Richard Verly. Oui, il y a 3 points au fond, 3 questions. C'est qui est Robert Fico, que peut-il faire et est-ce que ce qui se passe en Slovaquie est important ? Alors, qui est Robert Fico ? Je crois que c'est tout à fait important de le redire, c'est que c'est un animal que nous connaissons bien, que l'Union européenne connaît bien. Il a été 3 fois Premier ministre, il a dû quitter le gouvernement en 2018 suite à l'assassinat d'un journaliste, et il se trouve que je connais bien le sujet puisque ce journaliste Jan Kuciak était employé par le groupe Ringier, le groupe qui m'emploie, puisque ce groupe suisse possède pas mal de publications en Europe de l'Est, et c'était un journaliste d'investigation qui avait mis au jour l'existence de réseaux mafieux et il y avait quand même de fortes concordances qui démontraient la complicité de ce réseau mafieux avec Robert Fico. Comme par hasard, Robert Fico gagne les élections avec 23,3%. On ne sait pas s'il formera le prochain gouvernement, mais comme par hasard, il le gagne après que la justice slovaque ait exonéré, c'est-à-dire ait relaxé le présumé commanditaire du meurtre de ce journaliste, qui était un oligarque assez proche de Fico. Il a été relaxé par la justice slovaque alors que son assistante ou celle qui aurait donné les ordres, elle, a été condamnée. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que pour moi, le principal problème aujourd'hui, avant l'Ukraine, avant l'impact sur l'Union européenne, c'est le problème pour la Slovaquie elle-même. Il y a un vrai risque sur l'état de droit, il y a un vrai risque de prise de contrôle de groupes criminels sur ce petit pays. Je ne sais pas qui d'entre vous est allé récemment à Bratislava ? Moi, je n'y suis pas retourné depuis 2 ans, mais vous allez à Bratislava, il y a 2 choses qui vous frappent visuellement si vous regardez les porches et les devantures de cette petite capitale qui est longée par le Danube. La première chose, c'est le nombre de salons de massage. La deuxième chose, c'est les officines pour Bitcoin. La plupart des officines pour les monnaies numériques, Bitcoin ou autres, se trouvent à Bratislava. On peut quand même s'interroger. Donc il y a une vraie inquiétude de voir la Slovaquie devenir une sorte de petit trou noir au cœur de l'Union européenne. Maintenant, que peut-il faire ? C'est un régime parlementaire, vous l'avez dit Philippe, donc il va dépendre d'alliés. Va-t-il pouvoir composer au gouvernement ? N'oublions pas qu'il y a à la tête de la présidence slovaque élue par le peuple, une dame, Zuzana Čaputová, qui elle représente exactement l'opposition à Fico. D'ailleurs, elle avait été élue dans la foulée de l'assassinat du journaliste en question. Elle a dit qu'elle confierait au principal parti le soin de former le gouvernement, mais on peut lui faire confiance pour quand même jouer un rôle d'influence, donc c'est à voir. Enfin, dernière chose, est-ce que ça peut avoir une influence importante au niveau européen ? Alors là, je vais m'avancer, je pense que non. La Slovaquie est un petit pays, 5 millions d'habitants, dont il ne faut jamais oublier qu'il est en totale symbiose économique avec la République tchèque. Il y a chaque jour des dizaines de milliers de Slovaques qui vont travailler en République tchèque, c'est-à-dire que Fico a un pouvoir de nuisance finalement limité. Et si on regarde l'exemple de celui qu'il pourrait vouloir imiter, c'est-à-dire Viktor Orban, certes Viktor Orban pérore énormément, il accueille les nationaux populistes de tout pays régulièrement à Budapest, mais quelle a été son influence
d'influence sur le débat européen depuis le début de la guerre en Ukraine, très franchement. Toutes les sanctions contre la Russie ont été avalisées et la Hongrie s'est plutôt retrouvée marginalisée. Donc moi, je pense que ce n'est pas trop inquiétant pour l'Union européenne, sauf sur un point, c'est évidemment le signal que ça donne. Ça donne aux opinions le signal, 1, de la fatigue de la guerre en Ukraine, et 2, du fait que le souverainisme, c'est l'avenir. Nicole Desautos. Oui, alors peut-être pour commencer, un petit désaccord avec ce point de Richard Verly. Est-ce que ça a une importance sur les décisions européennes? La réponse, je crois, est effectivement non sur les sanctions, parce qu'elles sont décidées à majorité qualifiée. Mais oui, pour toutes les décisions qui sont faites à l'unanimité, en particulier celle qui est attendue au prochain Conseil européen de décembre sur l'ouverture ou pas de négociations, sans doute très 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 longues, avec l'Ukraine. Et la Hongrie et la Slovaquie ont un droit de veto dans ces décisions. Donc moi je serais moins optimiste que Richard sur l'importance, sur les conséquences de ce vote pour l'Union européenne. Mais je reviens à la Slovaquie. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe dans ce pays, c'est à la fois l'histoire d'un homme d'État, fût-il le plus corrompu qui soit, et en même temps un mouvement général des pays d'Europe centrale et orientale depuis qu'ils ont été libérés du joug soviétique. On voit que la Slovaquie fait à peu près comme la Pologne et la Hongrie, suit le même mouvement d'un pays qui manifeste une très forte démocratisation initiale, avec quand même, c'est le seul pays qui a réussi un divorce de velours, comme on disait à l'époque, en 93, quand la scission avec la République tchèque s'est faite de façon extrêmement pacifiste, coopérative, etc., alors qu'au même moment, l'ex-Yougoslavie rentrait en guerre civile. Donc, des pays qui ont tous été formidables au départ, Solidarność en Pologne, la Hongrie, etc., et qui, 30 ans après, découvrent les joies, les bienfaits et les sirènes du populisme. Donc il y a un mouvement général quand même de la Slovaquie qui est celui de l'Europe centrale et orientale. Je rappelle que la Slovaquie, aux élections européennes de 14, l'extrême droite en Slovaquie avait fait seulement 5,3% des voix. Il venait de rentrer dans l'Union européenne et aujourd'hui, aux élections de 19, elle a fait 16,6% des voix. Donc on voit que ce mouvement n'est pas propre à la Slovaquie. Et M. Fico lui-même, d'ailleurs, a été jusqu'en 2000 le représentant de son pays à la Cour européenne des droits de l'homme, et quand il a été pour la première fois Premier ministre en 2016, il a été l'homme de l'intégration de la Slovaquie dans l'Union européenne. Aujourd'hui, il est le plus anti-européen avec Orban des dirigeants. Deuxièmement, il y a aussi ce phénomène propre à l'Europe de l'Est, enfin, pas totalement propre, mais qui est exacerbé en Europe de l'Est, de la montée en puissance de la corruption et du clanisme politique. Alors, Richard Verly en a très bien parlé pour Fico, qui a été vraiment accusé, et c'est sans doute vrai, je pense, sinon le journaliste d'investigation n'aurait pas été assassiné, de collusion tout simplement avec la mafia italienne. Et on a d'autres pays, notamment dans les Balkans, qui ont d'énormes collusions de mafia. Donc ça, c'est aussi... et je rappelle que la Hongrie et la Pologne sont accusées par le Parlement européen et la Commission de faits de corruption très graves. Mais il y a une petite différence, je pense, indépendamment de ces deux mouvements de la Slovaquie, c'est qu'en Slovaquie, on a, me semble-t-il, une très grande... comment dit-on, versatilité de l'opinion publique, puisqu'il y a 4 ans, ils ont élu comme président de la République une femme qui est à la fois écologiste, anticorruption, pro-européenne, et qu'aujourd'hui, ils tournent leur veste complètement, puisqu'ils ont élu un homme populiste, anti-européen, 23%. 23%. Oui, mais c'est quand même la majorité. Il sera... Non, c'est pas une majorité. C'est la majorité relative pour former un gouvernement. Ça dépend du troisième parti, c'est tout. Ouais, on peut prendre les paris. On verra aussi après les élections en Pologne dans quel sens va l'Europe centrale. Donc, il me semble que l'électorat de la Slovaquie est un tout petit peu plus volatile qu'en Hongrie ou en Pologne, où Orban a été élu en 2010, par exemple. Donc, ces deux pays sont depuis une décennie la proie des populistes, qui n'est pas vraiment le cas en Slovaquie. Marc-Olivier Padis. Je reprendrai l'expression de Richard Verly qui parlait de signal. C'est un signal. C'est vrai que d'ici les élections européennes du 9 juin,
On a eu déjà les élections importantes en Espagne, qui restent... il n'y a toujours pas de gouvernement, puisque c'est compliqué de former un gouvernement en Espagne. La droite a essayé, elle a échoué, ce sera peut-être à la gauche, mais ça veut dire de faire une alliance avec les autonomistes catalans, donc c'est compliqué. En Slovaquie, on vient de le dire, Fico est arrivé en tête, il a 23%. C'est à lui, comme l'a dit la présidente Zuzana Čaputová, de monter sa coalition, mais c'est pas sûr qu'il y arrive. Ensuite, viennent très rapidement, le 15 octobre, les élections polonaises. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que le rôle du parti au pouvoir depuis longtemps, le PiS, qui est plutôt anti-Bruxelles qu'anti-européen et qui joue un rôle important par rapport à l'Ukraine, donc pourrait être remis en cause si l'opposition emmenée par Donald Tusk gagnait les élections. Et enfin, on va avoir des élections aux Pays-Bas, où là aussi, il y a une très grande volatilité de l'opinion, où un nouveau parti populiste agrarien anti-écologiste est en train d'émerger très très rapidement. Donc en fait, c'est intéressant d'inscrire ces élections slovaques dans cette série qui nous alerte un peu sur la configuration européenne post-9 juin. Notamment parce que les groupes parlementaires vont changer. Par exemple, là, il se trouve que le parti de Fico, qui est nominalement social-démocrate, faisait partie du groupe social-démocrate au Parlement européen, et le groupe social-démocrate a dit qu'il allait exclure Fico. Les Slovaques, c'est 14 députés en tout au Parlement européen, donc ça ne va pas bouleverser les équilibres, mais enfin, il y a une érosion, il y a un changement du périmètre des groupes parlementaires européens qui peut être relativement important. Et puis, dernier point, et puis il y aura la possibilité pour ces gouvernements de nommer un commissaire. Et donc, si c'est Fico qui forme un gouvernement et qui nomme un commissaire anti-européen, ça va être quand même assez compliqué. Et puis, dernier point, il y a une alerte sur la désinformation qui a été très présente au cours de cette élection. On a vu pour la première fois, et on sait que ça risque de se présenter à nouveau dans de futures consultations électorales, des vidéos générées par intelligence artificielle complètement fausses, où on voyait le dirigeant de Slovaquie progressiste promettre une augmentation des prix de la bière. Alors ça, évidemment, en Slovaquie, c'est absolument fatal. Et le ministère des Affaires étrangères slovaque a convoqué l'ambassadeur de Russie à Bratislava pour obtenir des explications sur une déclaration du chef des services de renseignement extérieur russe qui avait parlé d'un complot américain en faveur du parti des progressistes. Donc la Russie a été active, non seulement via de la désinformation, des informations indirectes camouflées dans les réseaux sociaux, mais aussi directement par l'action des renseignements extérieurs pour favoriser finalement Fico. Jean-Louis Bourlange. Oui, je suis partagé sur la signification qu'il faut accorder à ce vote. D'abord, effectivement, Robert Fico est bien connu de nos services. Il a vraiment fait tout et le contraire de tout. Il vient du Parti communiste. C'est un nationaliste d'extrême droite qui est resté tout à fait fidèle aux thèses populistes de communistes et effectivement favorable maintenant à l'union, à la Russie poutinienne. De plus, il faut quand même relativiser sa victoire. C'est la personnalité la plus connue de Slovaquie. Il y a un effet de notoriété qui est très important, mais il n'a fait que 23%, ce qui, à mon avis, ne l'empêchera pas, effectivement, de faire une majorité. Enfin, 23%, ce n'est que 23%. Le second parti, les progressistes, a fait 18%. Alors, tout le monde dit c'est un succès considérable. Il n'y a quand même que 5 points de différence. C'est très important. Le problème, c'est le troisième parti, qui est une dissidence du parti Smer de M. Fico, et qui risque effectivement qui va se joindre à lui pour former une majorité. Il reste que c'est quand même plus un parti nationaliste qui a fait très peu de voix, mais qui, lui, est ouvertement, franchement, clairement poutinien. Donc, c'est une espèce de coalition qui représente à peu près la moitié de la Slovaquie, derrière un leader qui est assez connu, mais c'est quand même pas quelque chose c'est pas une vague qui va dans le sens d'une remise en cause totale des orientations de la Slovaquie. Cela dit,
je crois qu'il faut quand même s'inquiéter de voir, vous avez cité Jacques Rupnik tout à l'heure, et je crois que Rupnik a raison de voir que sur l'Ukraine, il y a un affaissement de l'Est de l'Europe qui étaient les plus actifs au départ, et d'une façon générale, il y a quand même quelque chose qui, pour tous ceux qui, comme moi, se sont vraiment impliqués dans le rapprochement de l'Europe de l'Est et de l'Union européenne. Moi, j'ai été très, très associé, quand j'étais parlementaire européen, à l'intégration de la Pologne. J'ai été membre puis président du comité mixte Parlement européen Diète de Pologne, et c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous étions portés, évidemment, par des équipes qui étaient les anciennes équipes de Solidarnosc, qui étaient fantastiques. Enfin, Geremek, Mazowiecki, puis derrière, Adam Michnik, etc., qui étaient des personnages, et Walensa, qui était un petit peu populiste sur les bords, mais qui était fondamentalement acquis au grand choix qu'il avait fait. Tout ça existait, et ce qui est frappant, c'est l'importance et l'ampleur du reflux. Il est évident en Hongrie, j'ai connu en Hongrie Orbán quand il était au PPE, et Orbán, on avait été à Budapest, il nous avait accueillis somptueusement d'ailleurs, en vantant les vins hongrois par rapport aux vins français, mais enfin c'était la concurrence loyale, et c'était un jeune libéral qui transformait son pays, et il a perdu le pouvoir, et quand il est revenu, il a fermé la porte derrière lui. Pour que ça soit fini. Bon, on a ça. En Slovaquie, on a effectivement cette évolution. En Pologne même, les Polonais, qui sont quand même des êtres déconcertants, ils sont pro-européens quand on les interroge, ils votent pour le PiS, ils réussissent à être très anti-russes, tout en étant aussi fortement anti-allemands. Alors, il faut choisir. Les Polonais, qui ont toujours eu du mal à choisir entre leurs ennemis, c'est jamais bon signe quand on priorise pas. Et ils sont effectivement le combat polonais est très incertain, les élections sont très incertaines, donc on a ça partout. Et ça se communique effectivement avec les candidats. Dans les Balkans, on a une Serbie qui est pro-russe, une Bosnie-Herzégovine qui est complètement divisée, mais pro-russe. On voit bien que la Roumanie faiblit un peu, etc. Enfin, partout, on a une sorte de surgissement du passé et un abandon de ce que ceci sur un fond qui est là et général, qui est un abandon de ce que Pierre Hassner appelait le principe d'hypocrisie. Pierre disait, vous connaissez Pierre avec son humour, etc. Il disait, moi les hypocrites, c'est déjà ça, hein, parce que au moins ils respectent les principes et ils sentent que quand ils font mal, c'est pas bien. Eh bien non, c'est fini ça. On est dans le cynisme le plus roboratif et les gens se promènent partout en faisant absolument ce qu'ils veulent. Donc quand on regarde l'Europe aujourd'hui et chez nous, on a quand même Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, Monsieur Mélenchon, leur parti, presque sans doute une petite moitié du pays, qui est sur des lignes totalement différentes des lignes de la majorité du Parti socialiste et du Parti LR traditionnel. Donc on a cette situation et je pense que cette division au sein de l'Europe est très grave parce que les institutions européennes sont bien faites pour surmonter des divergences d'intérêts secondaires sur un fond de consensus, elles ne sont pas bien faites pour gérer un dissensus. Et là, je pense que le grand rendez-vous, ça va être les élections polonaises. Je pense que si le PiS l'emporte, les dirigeants polonais vont s'estimer investis par la divine providence pour mettre un coup fatal à la démocratie en Pologne et aux institutions européennes. Donc, effectivement, attachez vos ceintures, ça va tanguer. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'introduirai en signalant la parution aux éditions Plein Jour d'un livre d'Étienne Bouche, Mémorial face à l'oppression russe. C'est un livre qui rassemble le fruit d'entretiens avec des personnalités de l'organisation non gouvernementale Mémorial, qui a reçu le prix Nobel 2022 et qui a été empêché d'agir par un tribunal aux ordres de Vladimir Poutine. Et avec ces entretiens, on trouve une réflexion sur le rapport de la société russe avec son passé, réflexion particulièrement riche, intéressante et d'actualité. Étienne Bouche met en lumière la maladie de la mémoire
qui affectent la société russe, en même temps qu'il analyse l'échec de Mémorial à traiter et plus encore à guérir cette maladie. Nicolas Werth, l'historien de l'Union soviétique et président de Mémorial France, parle de ce livre comme d'un livre, je cite, « foisonnant », où le lecteur fait la connaissance des principaux acteurs ayant marqué depuis 30 ans Mémorial, tout en obtenant de nombreuses clés d'explication sur cette maladie de la mémoire qui caractérise la société russe d'aujourd'hui. Marc-Olivier Padis. J'ai lu cette semaine le livre de la journaliste du Monde Ariane Chemin, « Ne réveille pas les enfants » aux éditions du Sous-sol. C'est un livre qui vient de paraître. Il est toujours surprenant pour une personne née après 1962 de voir à quel point la guerre d'Algérie reste dans notre histoire comme un récit souterrain qui ne cesse de ressurgir là où on ne l'attend pas. C'est ce qui m'a intéressé dans ce livre qui commence comme une enquête journalistique sur un fait divers qui s'est déroulé à Montreux en Suisse en 2022, mais qui laisse émerger dans l'exploration d'une histoire familiale tourmentée des souvenirs enfouis de la guerre d'Algérie. Guerre d'Algérie, en 1955, la résistante française et anthropologue des sociétés méditerranéennes, Germaine Tillon, fonde les centres sociaux, des lieux destinés notamment à l'éducation des jeunes filles. Et parmi les dirigeants de ces centres sociaux, l'écrivain kabyle Mouloud Feraoun, dont le premier roman, Le Fils du pauvre, a été publié aux éditions du Seuil en 1950. Et Mouloud Feraoun est assassiné par l'OAS le 15 mars 1962. C'est un homme qui a manqué à la reconstruction de l'Algérie indépendante. Comme le dit un personnage interrogé par la journaliste, j'avais espéré avoir oublié cette histoire. Mais non, ne réveille pas les enfants, dit le titre, ne réveille pas les souvenirs. Et pourtant, ils sont là, ils font partie de notre histoire. Et c'est ce que raconte, à travers ce fait divers, l'enquête de la journaliste du Monde. Richard Verly. Alors moi, je vais vous parler de deux livres ils sont très différents, mais ils ont en commun quelque chose qui s'appelle le règlement de compte. Le règlement de compte devient un genre éditorial à part entière, il l'a peut-être d'ailleurs toujours été. D'un côté, le livre de Gilles Kepel, Prophète en son pays, et de l'autre, le livre d'Agnès Buzyn, qui est simplement son journal qu'elle vient de paraître. Ce sont deux livres qui n'ont rien à voir. Gilles Kepel parle de la menace islamiste, il dit qu'il a été marginalisé par l'université française alors qu'il est un arabisant et qu'au fond, son expertise a fini par ne pas être reconnue et même par lui valoir l'opprobre de ceux qui préféraient, disons, surfer sur des schémas idéologiques occidentaux tiers-mondistes. Je reprends sa propre expérience. Et donc, il profite de son livre pour régler des comptes, ce qui n'est pas désagréable quand vous êtes lecteur, mais ce qui peut quand même poser quelques questions. Et Agnès Buzyn vient avec son journal. Et que fait-elle ? Eh bien, elle règle aussi des comptes. Elle règle des comptes, alors elle est prudente, Agnès Buzyn. Elle ne règle pas des comptes ni avec Édouard Philippe, ni avec Emmanuel Macron, deux personnages influents et importants s'il en est, mais avec tous les autres, elle y va assez gaiement. Moi, je trouve que ces règlements de compte dans des livres, ça pose des questions. Encore une fois, le lecteur peut y trouver du plaisir, peut même y trouver de l'intérêt. Kepel et son portrait de l'université française ne manquent pas de piquant, mais on a envie de demander à ces deux personnes, et après ? Alors, si je puis me permettre de dissonner avec l'opinion de Richard, j'ai pas encore lu le livre de Gilles Kepel, mais il est sur le haut de la pile. J'ai lu celui d'Agnès Buzyn, que je trouve extrêmement intéressant, parce qu'extrêmement précis, et bien plus qu'un règlement de compte, j'y vois un portrait de la classe politique, celle qui était de son bord et celle qui ne l'était pas, qui est un portrait assez vertigineux, dont l'avantage est qu'il est étayé par des faits et pas seulement par des sentiments ou pire encore par des ressentiments. Et je recommande vivement, je comptais d'ailleurs m'étendre sur ce sujet lors de la prochaine brève, mais je prends un peu d'avance, je recommande vivement le livre d'Agnès Buzyn dont j'expliquerai pourquoi je suis à ce point en désaccord, une fois n'est pas coutume, avec Richard. Nicole Lisoto. Oui, je trouve très audacieux de mettre sur le même plan littéraire, intellectuel et sérieux Gilles Kepel d'un côté et Madame Buzyn de l'autre. Mais bon, quelle est la raison de cette opinion je n'ai pas lu le livre de Madame Buzyn. Ça vous permet d'être d'une mais impartialité ça n'est ni totale, une écrivain, ni une universitaire, ni habituée de la réflexion. Alors que Gilles Kepel, on connaît le sérieux de ses travaux et je ne suis même pas sûre, je ne veux pas avoir des lettres de lecteurs, d'auditeurs qui seraient furieux.
Je suis même pas sûr que Mme Buzyn ait elle-même écrit son bouquin. Vous Donc, allez Le livre avoir une d'Agnès lettre Buzyn est de- très sérieux. Elle Vous est- allez, Elle est médecin, vous allez quand avoir même. une lettre de moi qui suis très furieux parce que ce que vous dites là est d'une noire injustice et s'appuie sur le fait qu'effectivement vous ignorez tout ce livre puisque vous Oui, ne je l'ai l'avez pas pas lu. ouvert, et qui ne se présente pas du tout. D'abord le livre de Gilles, de ce que j'ai feuilleté en tout cas non plus, c'est pas non plus un livre de réflexion, c'est un livre d'information et ces deux livres sur ce plan-là sont exactement la même chose. Ce sont deux livres qui relatent des événements en ce qui concerne Gilles, l'université, en ce qui concerne Madame Buzyn, la période de la crise du Covid. Donc elle raconte, c'est comme un journal plutôt que comme, elle ne prétend pas adhérer à l'école de Francfort ou entrer. Bon, par ailleurs. Elle n'est que professeure de médecine, mais enfin, c'est quand même un tout petit peu au-dessus d'un alphabet complet. Donc, sur ce plan-là, j'ose espérer que vous allez lire ce livre et que la semaine prochaine, je n'aurai même pas besoin de faire une brève parce que vous viendrez à Canossa de votre propre mouvement. Mais vous avez peut-être un sujet intéressant à nous communiquer, Voilà, ne je vous en suis- privez pas. Un sujet de plus. Intéressant. Je ne suis pas sûre que ma prochaine lecture sera celui-là. Mais non, moi, comme tous les automnes, je parle d'un marronnier d'excellence, qui est le rapport annuel de l'IFRI, qui est sorti, le Ramsès 2024, et qui est un très bon cru, avec 3 focus importants. Je trouve, 1, les leçons de la guerre en Ukraine, si tant est que la guerre peut être considérée comme terminée. 2, l'Inde, un monde, un continent que l'on connaît peu en France. Et enfin, une série de prospectives à venir, à plusieurs voix sur le monde à venir. Et je trouve que cet exercice, cette année, ce cru est relativement différent des autres. D'abord parce qu'il y a de vraies analyses, par exemple, sur ce qui s'appelle la militarisation de l'interdépendance, c'est-à-dire la politique des sanctions comme arme de politique étrangère, une analyse de Sébastien Jean qui est tout à fait remarquable. Il y a aussi une analyse qui, moi, m'a appris énormément de choses sur les fractures géopolitiques entre les internets de l'Ouest et l'internet chinois. Et puis cette somme sur l'Inde, un très gros morceau au sein du Ramsès, où on s'aperçoit que tout ce que l'on pense de l'Inde est faux. Ce n'est pas la des plus grandes démocraties du monde, c'est un pays qui devient de plus en plus malheureusement nationaliste et ségrégationniste, et ce n'est pas non plus le pays le plus pacifique du monde, c'est un pays extrêmement agressif sur le plan des relations internationales, en particulier au sein des BRICS. Jean-Louis Bourlange. Oui, je vais quand même dire quelque chose sur votre querelle. On a toujours plaisir, j'ai pas lu le livre de Keppel, on a toujours plaisir effectivement à assister à une dénonciation des dérives de Sciences Po. Donc ça, il faut lui savoir mais je trouve que, là, je suis entièrement d'accord avec Philippe sur Agnès Buzyn. Je considère que ce livre est tout à fait honnête, et surtout, je considère que c'est la réparation, c'est une tentative de réparation d'une injustice fantastique. Je crois que ce qui a été fait, ce règlement de compte contre Agnès Buzyn, était absolument injustifié. Il entrait dans une phase de mise en cause judiciaire, juridictionnelle de toutes les décisions politiques, ce qui est injuste. Moi, je crois que véritablement la responsabilité politique est une responsabilité dangereuse, aléatoire. C'est difficile de prendre des décisions. Ça n'est pas personne. Il ne s'agit pas de savoir bien sûr, il s'agit de savoir si on respecte la loi, mais c'est en respectant la loi et après avoir respecté la loi que le véritable problème commence. Être plus ou moins lucide sur une épidémie, ça n'est pas quelque chose qui relève d'une sanction judiciaire. Et ça, c'est très important de le rappeler. Véritablement, il faut sortir de cette juridictionnalisation de la décision politique. Et puis, je me rappelle ce qu'avait écrit Turgot, que citait toujours Edgar Faure, en Prévoir le présent. Turgot disait, comme on n'est pas informé, enfin je ne peux pas le citer exactement, on n'est pas informé de ce qui se passe en temps réel, il parlait pas comme ça, mais c'est ça qu'il voulait dire. Notre métier consiste en quelque sorte à prévoir le présent. Et là, on voit véritablement que c'était ça, la responsabilité extrêmement difficile d'une ministre qui n'avait pas les informations, qui avait des rapports truqués ou faux, erronés de l'Organisation mondiale de la santé,
qui avait des informations différentes venant des sommités médicales et qui devait, face à cela, essayer de frayer un chemin. Et il est tout à fait normal que de temps en temps, elle se soit dit « Non, ça va peut-être passer, ça va pas être si grave », et que d'autres moments, elle dise « Mais non, on est en présence de quelque chose de très dangereux ». Donc je crois que cette réhabilitation de la femme politique était nécessaire. Mais ma brève était sur autre chose. Elle va donc être très courte. Je voulais vous recommander le magnifique livre de Marianne, fait sous la direction de Marianne Satrapi, « Femme, vie, liberté », qui est, comme vous savez, le slogan de la révolte iranienne. Et Madame Satrapi réunit tout un ensemble de chercheurs qui sont tout à fait remarquables pour raconter, dire la situation exacte de l'Iran pendant ces événements et aujourd'hui. Et alors c'est un livre qui est magnifiquement, c'est un album à base de bandes dessinées, d'innovation graphique absolument remarquable. C'est un livre magnifique, c'est un livre extrêmement émouvant, et je crois qu'il ne faut pas oublier la mort de cette pauvre victime de la police iranienne. Et grâce à ce livre, on se souvient, Marianne Satrapi, c'est paru chez Iconoclaste, Marianne Satrapi, Femme, vie, liberté. Je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire répond à toutes les questions que posent ceux et celles qui entendent nous financer, Adrien Beccaria qui nous a enregistré pour le studio L'Arrière-Boutique, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent. Je vous donne rendez-vous jeudi à Montrichet à la Fondation Yann Michalski pour cette émission thématique « Faut-il désespérer de la politique ?» Et je vous donne également rendez-vous mercredi pour le dernier épisode de l'entretien avec Hugues Gall à propos de la direction des maisons d'opéra. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel Esprit Public.